Radio J. À contre-courant avec Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Laure Brossier qui est membre du conseil d'administration du comité Laïcité République et ainsi membre du collectif 7 octobre. Bonjour à vous Marie-Laure Brossier. Bonjour. Michel. Oui, bonjour Marie-Laure Brossier, merci d'être avec nous. Vous étiez venue il y a quelques semaines. Devant l'urgence de la situation, depuis le 7 octobre, vous êtes engagé dans une action aussi très importante de militantisme, notamment en direction des otages en ce moment à Gaza. Alors juste pour commencer un petit peu, c'est pas anecdotique parce qu'on voit un certain nombre d'actions militantes qui sont menées, comme celle hier soir à l'aéroport de Roissy, Absolument. avec des personnes, vous allez me dire lesquelles, qui attendaient de pied ferme, si j'ose dire, un certain Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Hier soir, le collectif Nous Vivrons, qui est mené entre autres par Sarah Eisenman et toute une équipe extrêmement active, attendu Jean-Luc Mélenchon de retour du Liban avec sa délégation, qui ont été sur place. On connaît leur position, on ne va pas revenir dessus, mais clairement plus que ambigu. Ouais. À la limite de soutenir même ce qu'ils appellent des résistants qui sont en réalité des terroristes. Et donc, avec beaucoup de joie et d'entrain, toute la bande a attendu Jean-Luc Mélenchon. Je les remercie pour ses actions. Moi-même, j'étais présente au sein du collectif Nous Vivrons pour la manifestation à Nation, pour les femmes et également contre la France insoumise dans le 12e. Voilà, on entend sur Radio J ces manifestations hier soir à l'aéroport. Le Hamas Roissy. vous remercie. Le Hamas vous remercie. En résumé, l'idée, et je trouve que le mode opératoire est excellent parce qu'il reprend les modes opératoires justement de l'extrême gauche. C'est-à-dire de s'habiller tel un combattant comme ils les appellent, plus exactement des terroristes. Habillé dans les couleurs du Hamas. Exactement, vert. en vert, et de venir remercier avec des pancartes, de venir remercier Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise de son soutien au Hamas. Et voilà, donc de clairement ici, puisque ce conflit doit être sans arrêt importé, eh bien importons-le totalement et venons remercier la France insoumise de ses prises de position pro-Hamas. Est-ce que ce genre d'action, c'est le meilleur moyen de lutter contre les attaques incessantes d'Israël, la diabolisation d'Israël, que ce soit dans les médias ou que ce soit dans ce paysage politique? Oui, moi je trouve que c'est un moyen extrêmement efficace. C'est un des moyens. Il n'est pas le seul. Il est clair que on doit être sur ce front présent sur tous les volets. C'est-à-dire de réarmer intellectuellement une partie de la population qui est un peu perdue, en fait, de dénoncer frontalement, enfin tout le monde doit y apporter sa pierre. Nous vivrons clairement le mode opératoire, il est extrêmement efficace parce qu'il est opération coup de poing, donc évidemment ça marque, et surtout il met le doigt, comme le font les humoristes, comme le fait Charlie par exemple ou d'autres, il met une approche à la fois humoristique, extrêmement cynique, pour dénoncer, comme le ferait un dessin d'humour de grand talent, exactement l'écueil dans lequel tombe la France insoumise. Mettre le doigt là où ça fait mal. Exactement. Et puis ça passe dans les réseaux sociaux. Marie-Laure Brossier, on va dire pour nos auditeurs que depuis le 7 octobre, vous êtes particulièrement engagé sur ces actions. C'est une date terrible et fondatrice. J'ajoute, pour l'anecdote, pardonnez-moi, que vous n'êtes pas juive, vous n'appartenez pas, entre guillemets, à la communauté juive de France. Ça veut dire que pour vous, c'est un combat tout à fait nouveau, fondamental, et qu'il faut mener jusqu'au bout. C'est quoi le fond de votre combat et de votre action? De mon engagement. En fait, non, il y a pour moi absolument rien de nouveau. On m'a beaucoup posé la question, évidemment, parce qu'on me demande parfois qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis parmi c'est dire les à quel fondateurs, voilà. Donc non, mais en fait, moi, ça me paraît tellement naturel. Il n'y a rien de nouveau.
Myriam Edery, qui est une amie, m'a appelé quelques jours, je crois 72 heures après le massacre du 7 octobre, pour me dire « Nous avons besoin de toi, il faut que tu nous reviennes, tu as une expérience de militante contre les islamistes, les mouvances indigénistes, etc., qui sont clairement les fossoyeurs de la République, qui font le lit de l'antisémitisme, entre autres. » Et donc, voilà, je me suis retrouvée à cette première réunion. Je me suis jamais posé réellement la question de l'appartenance religieuse. C'est tout à fait naturel. Nous avons exactement les mêmes ennemis. Est-ce que c'est pas tout simplement que la lutte contre l'antisémitisme, c'est une valeur ça devrait être une valeur universelle? C'est une valeur universelle. C'est non seulement une valeur universelle, et moi je vais parler en mon nom, mais je pense que un certain nombre de personnes pourront s'y reconnaître. Le combat contre l'antisémitisme, pour moi, il est intrinsèquement lié et il a nourri la constitution de notre République et de l'idéal républicain depuis très très longtemps, mais encore plus spécifiquement depuis le 19e siècle. On ne peut pas désolidariser la lutte contre l'antisémitisme de ce que aujourd'hui l'idéal républicain doit incarner. Donc ne pas faire le déni de ce volet-là, pour moi, c'est faire le déni de ce que doit incarner la France et la République. Alors comment expliquez-vous alors le silence? Alors on va parler peut-être du milieu artistique, le silence de beaucoup de personnes. Et comment expliquez-vous que vous soyez quand même plutôt seule en étant non juive dans ce combat? Alors déjà, je ne pense pas être seule. D'accord. Ça, c'est la première des choses. En réalité, nous sommes nombreux. Et en réalité, pendant des années, on a surtout donné la parole à une minorité qui, elle, est très véhémente et qui a été accueillie sur tous les plateaux et continue à l'être pour déverser leurs paroles. Donc, ils sont peu, mais ils ont beaucoup occupé l'espace. Des personnes qui pensent comme je le pense, j'en rencontre tous les jours, depuis des années, parfois avec des personnes qui sont peut-être moins armées intellectuellement, qui ont peut-être moins la chaîne d'arguments pour pouvoir répondre, mais lorsque je parle avec eux, me disent « mais ce que tu dis, c'est exactement ce que je pense, mais j'ai du mal à le formuler ». Donc il faut arrêter ce narratif de « on est tout seul à être pour la République, on ne comprend pas comment ça se fait ce déni ». Non, ce déni, comme vous le dites, de la classe des artistes que je connais très bien, j'ai travaillé mon premier métier, j'étais administratrice de compagnie de théâtre et de danse, c'est-à-dire clairement le socle de la niche subventionnée à 150% par l'argent public des intermittents du spectacle. D'ailleurs, l'intermittent du spectacle est devenu un métier. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand on vous demande si c'est quoi ton job, on ne donne plus un métier, on répond je suis intermittent du spectacle. J'ai travaillé 10 ans dans ce secteur, je le connais parfaitement. Ça pourrait être assez long d'expliquer les raisons pour lesquelles je pense espèce de déni qui vient recouvrir toute cette communauté des artistes. Déjà, il y en a beaucoup aussi qui ne le pensent pas, mais qui ne le disent pas. Je connais beaucoup d'artistes qui me disent on est complètement d'accord, mais si on l'ouvre, on va se prendre un vent contraire tellement fort que ça va mettre notre carrière en danger. Dans cette situation, on a l'impression que tout le monde est gouverné par la peur, que ce soit le gouvernement, un certain nombre d'associations. Alors il y a la peur, il y a la lâcheté et il y a aussi, je voulais qu'on fasse un sort à ces organisations féministes qui sont aussi subventionnées par l'État et qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'ont pas brillé par leur soutien, par leur dénonciation des crimes contre les femmes en Israël. C'est un constat terrible sur, on peut dire, le panel de la représentation des associations féminines en France. Le constat, il est déplorable, il est terrible. Le constat, encore une fois, il est fait depuis des années. Encore une fois, je ne suis pas la seule, loin de là, à dénoncer cela. Nous sommes énormément, mais il y a une question de nous laisser de l'espace médiatique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut qu'on arrête avec le mot peur. Ça suffit. Si aujourd'hui, là, dans la société dans laquelle on est, on appelle ça de la peur, alors le jour où vraiment il va falloir
qu'on descende dans la rue et qu'on défende nos valeurs physiquement, je sais pas, c'est même plus de la peur. Alors on va mourir sur place, pétrifié. Non, c'est de la lâcheté et de l'opportunisme électoral. Voilà. Les deux grands mots, les deux jambes de ce qui fragilise notre socle à tous, notre bien commun à tous, c'est la lâcheté, le déni, qui est de la lâcheté, et l'opportunisme électoral. Ou l'opportunisme professionnel. Quand des artistes ne parlent pas, c'est pas qu'ils ont peur. Ils vont prendre quoi, des insultes sur leur Twitter, ce genre de choses. Et c'est même pas par idéologie, vous dites ? Non, c'est même pas par idéologie. Ils veulent pas abîmer leur carrière, tout simplement. Et de l'autre côté, la lâcheté, c'est la lâcheté aussi de toutes nos représentants élus. J'ai été moi-même élue 6 ans en Seine-Saint-Denis, au cœur d'une ville qui est devenue le fief des mouvances indigénistes. Le fief. C'est-à-dire que dans ma ville habitent Youssef Brakni, Fatima Wassak du Front de Mer. Je vous invite tous à relire son texte fondateur du Front de Mer, qui est terrifiant en termes de racialisme et de dérive indigéniste et d'attaque frontale aux valeurs républicaines. Ça se passe en Seine-Saint-Denis. Ça se passe en Seine-Saint-Denis, dans ma ville, et un élu magistrat socialiste et sa majorité qui ont donné à Fatima Wassak donc à des locaux de 1000 mètres carrés dans ma ville. Qu'est-ce qui se passe quand, à un moment donné, peu à peu, les postes de pouvoir locaux sont ficelés et donnés à des élus qui vont faire cet opportunisme électoral? C'est ce qu'on appelle, je sais pas, pour nos auditeurs, pour un peu simplifier les choses, fondamental ce que vous dites est passionnant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les islamo-gauchistes qui gangrènent un certain nombre de régions et de villes. Pire que les islamo-gauchistes. C'est bien pire que les islamo-gauchistes. Les islamo-gauchistes déversent leur idéologie dans les universités, dans les institutions, etc. Non, c'est bien pire que cela. Parce que ce sont des personnes qui ont du pouvoir. Il y a une prise de pouvoir. Ce sont des personnes qui sont à la tête de territoires. Ma ville, c'est 30 000 habitants. Ce sont 1400 agents. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de moyens. Ce sont des moyens qui sont mis à la disposition de personnes et de mouvances qui passent le plus clair de leur temps à écraser notre République et les valeurs fondatrices de notre République. Et le pire de ça, c'est que les personnes dont je vous parle sont issues de la gauche. Ouais. Marie-Laure Brossier, ça veut dire que c'est un microclimat ou vous pensez que ça s'est largement étendu, ce qu'on pourrait appeler la gangrène, justement anti-républicaine, antidémocratique? Je pense que c'est une petite musique qui se déroule depuis au moins 2 décennies. Oula, 20 ans. 20 c'est la petite musique. Mais comment la petite musique de toutes ces mouvances idéologiques. Quand je dis qu'elles se déroulent depuis 20 ans, ça veut dire que ça fait une vingtaine d'années, si ce n'est plus, qu'on prépare le lit, qu'on prépare les consciences. Enfin, je veux dire, la création des indigènes de la République du Pire, au lendemain des soulèvements à Clichy-sous-Bois, etc., c'est 2005. Oui, ça fait longtemps. Il aura fallu 10 ans. Alors, 2005, le Pire, tout est là déjà. Ouria Boutelja, Saïd Bouamama, etc., commence déjà à déverser une pensée, mais qui avait déjà pris embryon quelques années précédentes. Elle le formule clairement. Il se constitue officiellement. Et là, la petite machine tourne. Enfin, je veux dire, vous prenez les émissions de Tadei, je suis désolée. Pendant des années, vous avez eu autour de la table dans une émission considérée comme étant le top de l'intellectualisme artistico, je ne sais quoi, les Tariq Ramadan, Ouria Boutelja, Saïd Bouamama. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il a fait son mea culpa, parce que je crois que maintenant il officie sur CNews. Oui, on peut dire entre parenthèses, je l'ai dit à nos amis aussi de CNews qu'ils font un travail tout à fait remarquable, en l'occurrence depuis le 7 octobre en particulier. Juste on reste un instant parce que c'est très intéressant ce que vous dites sur la géographie. Ça va plus loin même que l'islamo-gauchisme, ça va plus loin que la LFI. Quand même un petit mot, on est dans l'actualité. Ça vous a pas surpris vous d'apprendre que le rejeton d'un couple très célèbre de la France insoumise
s'est mise à affirmer, afficher son antisémitisme le plus cru, en l'occurrence la fille de Corbière et de Garrido. Non, déjà, ça ne m'a pas du tout étonnée, puisque c'est la ville dans laquelle j'habite. J'ai été moi-même candidate Renaissance face à Alexis Corbière. Alors, en fait, je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu. Non. Le couple Corbière-Garrido à Bagnolet, très paradoxalement, est le couple qui est frontalement dressé contre la véritable mouvance pourrie et nocive indigéniste. C'est bien de le dire aujourd'hui. Je le dis souvent, mais comme c'est vrai que, excusez-moi, je ne vais pas vous jeter l'opprobre, mais souvent les journalistes ont besoin de faire des raccourcis, d'avoir des choses très croustillantes, etc. On passe à côté de ce qui peut paraître une subtilité, mais qui n'en est pas une. Donc, là, ça c'est important. On a toujours dans cette partie géographique décidément très importante à quelques encablures de Paris, c'est de Saint-Denis. Au Lilas, on a aussi le fils de l'ancien maire des Lilas qui sévit de façon inouïe, qui s'appelle David Guiraud. Non, mais David Guiraud, il est bien pire. Il est à des kilomètres au-dessus du couple Corbière-Garrido. Bien sûr. C'est déplorable. Je ne sais pas comment vit son père, comment son père vit son engagement idéologique qui est une dérive totale. C'est une catastrophe. Alors, Marie-Laure Brossier, la question qui nous vient après, c'est de savoir quoi faire. Et après, quelle lutte, quelles actions, après ce que vous nous avez déclaré sur cette prise de pouvoir de ces individus, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et aussi, pourquoi est-ce qu'on ne vous laisse pas de place dans les médias? Vous avez parlé tout à l'heure de ce manque de reconnaissance ou de parole prise dans les médias. Que peut-on faire? Non, en réalité, c'est pas un manque de reconnaissance. Tout le monde sait très bien que tous les lanceurs d'alerte, militants, combattants de la liberté de conscience, etc., sont tout à... Enfin, c'est... Vous êtes connu, vous êtes identifié, vous êtes répertorié, mais on ne vous laisse pas l'accès aux médias nationaux. Ce serait le seul moyen de lutter. Ce serait de parler dans les médias. Bien sûr. Donc on pousse un peu des coudes. Et là, je dois dire qu'il est vrai. Je vais prendre un exemple assez emblématique, assez révélateur et au sein de la communauté juive. Si on prend un profil comme Georges Bensoussan. Enfin, je veux dire, tout le monde sait qu'il a dit des vérités extrêmement importantes à un moment et que son quotidien est devenu un enfer. Parce qu'il a dit que les territoires de la République étaient perdus. Moi, ma ville, elle est perdue il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Ouais. Et c'est pour ça que je parle de petite musique depuis plus de 20 ans. Quand Georges Bensoussan dit il y a plus de 20 ans, il y a des territoires perdus de la République, c'est qu'il fait le constat de quelque chose qui est déjà en route. C'est important. On reste un instant avec vous, puisque le temps passe vite, Léa, sur ces actions en ce moment qui sont menées. On sait qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire très compliqué. C'est celui du petit bébé Kfir, justement dans les geôles du Hamas à Gaza. Il y a une manifestation qui a lieu, je crois, devant au Sénat. Et oui, au Sénat et devant l'UNICEF. C'est bon, c'est ce genre de choses qu'il faut faire selon vous? Alors, nous sommes le collectif 7 octobre, citoyen, apolitique, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 2 branches. Et nous avons souhaité, poursuivre un mode opératoire et une gouvernance collégiale, démocratique. Et dans notre ADN, je dirais, l'idée justement, c'est de pas forcément souhaiter 1 an de ce bébé, parce que je veux dire, à 1 an, on est encore un bébé, entouré des représentants de la République avec les petits fours qui vous attendent derrière, etc. On a organisé, nous, le collectif 7 octobre, 2 événements. Il y en a un premier qui s'est tenu hier soir à 22h au pied de la Statue de la Liberté avec un poème qui a été rédigé par Maud Arditi qui est extrêmement émouvant
et qui est sur YouTube et dont je vous passerai le lien. Bien sûr. Et donc, pardon, et nous avons réalisé, remonté des images, comment dire, de la soirée que nous avions organisée et dont vous aviez parlé, qui était extrêmement émouvante. Les mots-clés pour nous, pour ces 1 an, pour ce drame, pour cet enfant et sa famille, c'est un drame pour tous les otages. Mais là, quand même, un bébé de 1 an retenu otage depuis 3 mois, c'est totalement insoutenable. C'est insoutenable. On a, nous, souhaité rester dans la pudeur, dans la poésie, dans le recueillement et aussi dans l'espoir. Et voilà. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire entendre aussi sur ces ondes, sur Radio J, c'est pas la première fois, heureusement, qu'il y a des moyens d'agir, puisqu'on se dit toujours, en Israël, ils se battent, ils souffrent, etc., mais qu'en France aussi, il y a des actions assez formidables comme celles que vous menez avec le collectif et avec d'autres associations, puisqu'il y a une sorte d'organisation qui se rassemble. Si je peux me permettre, je voudrais remercier les centaines de colleurs, toute l'équipe d'admin. Nous sommes 11 aujourd'hui. Les fameuses affiches. Ouais, les fameuses affiches et tout le travail qui est fait, puisque nous sommes la force qui produit et qui fait avancer tout ça avec tous les colleurs. Merci. Merci beaucoup, Marie-Laure Grossier. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration du comité Laïcité République et membre du collectif 7 octobre. À bientôt sur notre antenne.